Écoutez, le sonore est un élément essentiel de communication entre l'être humain, que ce soit à travers la parole, à travers le chant, à travers la musique, à travers tout ce qui nous enveloppe, à travers le silence, à travers le dialogue. Je pense que le sonore devient déjà à l'origine la première chose que l'enfant reçoit comme être humain. Les premiers sons qu'il entend, qui sont des paroles qu'il ne comprend pas, mais qu'il comprend à travers l'émotion, donc à travers le chant. Et l'enfant devient un être humain grâce à toute cette ambiance portée par les sons qui représentent la forme de transmettre l'amour, la joie, et qui le fait grandir. Après, le son devient aussi un des moyens d'éducation formidables. Le son à travers la musique, il devient un élément aussi essentiel pour l'expression corporelle. La danse, qui est une des premières arts de l'être humain, le premier de tout, est possible parce qu'il y a un son, que ce soit rythmé, que ce soit musical, qui crée le rythme. Non? Tous ces éléments font pratiquement que la vie humaine, sans le son, n'existerait pas. On ne pourrait pas se comprendre, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas. Mais aujourd'hui, il faut se protéger aussi du son. Et ça, c'est l'autre côté. Écoutez, je pense qu'on est un peu puni par des siècles dans lesquels on a imposé une vision de la musique comme un temple pour une minorité de gens. C'est-à-dire, si vous imaginez combien de personnes au XIXe siècle pouvaient écouter une symphonie de Beethoven par rapport à l'humanité, c'était 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes peut-être, si vous ajoutez. Donc, il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, nous avons créé une sorte de déification du domaine musical en disant, voilà, Occident était le créateur de la musique culte. Et on a mis ça dans le partie la plus haute et on a méprisé un peu tout le reste. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, jusqu'à pratiquement l'invention de la musique enregistrée, tous les gens simples, les gens qui n'avaient pas d'orchestre, qui n'étaient pas des nobles, faisaient la musique eux-mêmes, étaient obligés de faire la musique dans les villages. Quand vous lisez Don Quichotte de la Mancha, vous comprenez à quel niveau la musique était présente dans toutes les familles, dans la vie quotidienne. Les gens chantaient les vieux romances, dansaient les danses, jouaient n'importe quel instrument. La vie sans la musique était impossible. Et ça, jusqu'à le grand moment où il y a vraiment une inflexion, c'est quand on a la reproduction mécanique. Là, il s'établit un clivage terrible et formidable pour la diffusion, mais là, on perd cette relation directe de la vie quotidienne. Mais sinon, jusqu'à 1930 et 40, la vie de tous les gens était pleine de musique. Et aujourd'hui, on a oublié ça. Écoutez, je pense que la meilleure manière de se battre, c'est de montrer qu'avec la musique, on peut être beaucoup plus heureux. Et ça, c'est la force. Si vous voulez,
moi j'ai vécu cette expérience quand j'ai commencé à faire la musique baroque en 1975. Notre public était un public très, très fidèle mais petit. À partir du moment que c'est sorti tous les matins du monde, ce public est devenu universel. On est passé de 300 personnes à des millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce mariage entre l'image, les acteurs, l'histoire, qui a touché. Donc je pense que pour faire sortir la musique de cette ghetto, un peu, il faut faire des choses qui enthousiasment les gens. Ce que faisait Bernstein quand il faisait ses concerts dans lesquels il expliquait la musique, il faisait danser les gens. Il faut faire des choses qui touchent les jeunes. C'est pourquoi que j'ai fait pas seulement la musique de Bach ni la musique de Maramaré, j'ai fait aussi la musique celtique, j'ai fait aussi la musique turque, la musique arménienne, parce que c'est en faisant ces musiques qui sont les musiques encore aujourd'hui de ces cultures, on touche un public beaucoup plus large. Parce qu'on a perdu les liens entre... L'improvisation était, jusqu'à pratiquement l'époque de Liszt, l'époque de Beethoven, était une domaine fondamental pour l'interprétation. On ne pouvait pas imaginer un bon pianiste, un bon violoniste, un bon joueur de luth, qui ne savait pas improviser. C'est à partir du moment... Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un moment où la composition musicale exige une telle perfection, une telle contrôle de tout, que là, l'improvisation n'a plus de place. Et ça arrive avec le dodécaphonisme, n'est-ce pas? À partir du moment où on doit contrôler tout, on perd cette capacité. Il n'y a que dans la musique aléatoire qu'on trouve encore des choses, et dans la musique de jazz, et dans la musique orientale. Mais il y a un phénomène, il y a cette espèce de recherche utopique du progrès. La musique classique a souffert pendant des siècles de cette recherche du progrès. Et ce progrès il est venu pratiquement jusqu'à 1829. Quand vous lisez Stendhal, La vie de Métastas, Haydn, Mozart, il dit « Ah, finalement aujourd'hui on a des plus grands compositeurs, jamais Haydn et Mozart. » Et pas comme ces musiciens allemands qui faisaient des musiques avec des contemporains impossibles, des harmonies qui changeaient tout le temps. Il parlait comme si la musique qu'il y a eu avant était beaucoup moins bonne. Et il a fallu entendre l'interprétation de la Passion selon Saint Matthieu en 1829, dirigée par Mendelssohn, pour qu'on prenne conscience que 100 ans avant, il y avait quand même des musiques merveilleuses. Donc on est dans une sorte Et dans la musique contemporaine, en certaine manière, on a continué à faire ça. Un compositeur contemporain, s'il ne cassait pas le système de son maître, il n'était pas assez bon. En lieu d'utiliser les connaissances, c'est comme si on voulait construire seulement à partir de détruire ce qu'il y avait avant. Ce qui ne s'est pas fait dans la peinture, ni dans la littérature. Et dans la musique, on a quand même eu cette sorte d'exigence de voir toujours quelque chose qui casse tout ce qu'on a imaginé avant. Et ça, c'est le prix de ces siècles d'abandon. Imaginez-vous que les pièces comme la Vêpres de Monteverdi, créées en 1610, ils ont été donnés pour la première fois de nouveau, après la première fois, en 1951.
vous abordez l'interprétation d'une musique, d'un instrument, d'un ensemble, vous avez une partition, et là, avant de faire quoi que ce soit, vous créez déjà une image dans votre oreille intérieure de ce que cette musique peut être. Parce que c'est par rapport à cette image que vous allez perfectionner l'interprétation. Vous allez perfectionner cette interprétation seulement si vous avez une image et vous êtes à la poursuite de cette image. Quand j'aborde une partition, j'entends des couleurs, j'entends des articulations, des dialogues. C'est quelque chose de très riche. Et après, ce qui m'était insupportable quand j'ai commencé à faire des disques, c'est d'écouter, de faire la musique comme je l'entendais, et après aller dans la salle d'écoute, écouter quelque chose qui était plate, les sons étaient coupés de sa richesse, tout le monde était juste avec les multi-microphones. Je me souviens des premières histoires que j'avais fait en Allemagne, comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un jeune qui faisait le montage de ce qu'on avait fait. Et quand j'ai reçu ces montages, je me disais, quelle horreur, c'est pas moi. Parce que ces jeunes avaient coupé la musique en petits morceaux, en partant du seul critère, tous les morceaux qui étaient parfaits. Donc la musique était imputée de tout ce qui donne vie, qui est justement l'imperfection. C'est parce que, étonnamment, si vous voulez, il y a un degré de perfection qui est nécessaire, mais ce qui fait qu'une interprétation est riche, c'est toutes les petites choses qui ne sont pas tout à fait parfaites. Cet rythme qui cède un peu, cet moment que ça donne de l'énergie, cette petite intonation qui est juste, peut-être un peu trop, mais qui donne une émotion. Hein. À l'époque, on travaillait avec la tête Charlin, un stéréo. On mettait dans une sorte de tête de mannequin, et quelquefois, si l'acoustique était toujours, on mettait un perruque. Les microphones sortaient comme ça pour chaque côté. Donc on avait l'écoute humaine. Hein. Et c'est là que j'ai compris l'importance de pouvoir reconnaître dans un enregistrement ce qu'on fait. Mais pas seulement ça. Ce qui est important, c'était de pouvoir capter la magie de l'instant où il se passe quelque chose. Parce qu'on peut jouer une pièce 10 fois, et il n'y aura qu'une fois qu'on éteint ce moment magique. Et ça, c'est la clé. J'ai découvert ça par hasard à Saint-Lambert-du-Bois, parce que Saint-Lambert-du-Bois était à côté d'un petit aéroport. Pendant toute la journée, il y avait des avions qui descendaient. Donc on commençait à enregistrer à 8h, 9h du soir. Et on enregistrait de 8h, 9h du soir jusqu'à 7h, 8h du matin. Et j'ai découvert que les interprétations que je faisais, surtout des pièces lentes à 4h, 5h du matin, étaient d'une qualité émotionnelle et d'atmosphère que je n'avais jamais eue à 4h de l'après-midi. Et c'était justement quand cette fatigue, le silence merveilleux qu'il y avait à cette heure-là, le fait d'avoir à sortir ce supplément d'âme pour que ça se tienne, qu'il y avait quelque chose de magique. Et je pense que j'ai appris comme ça, et j'ai essayé chaque fois que je faisais un disque de chercher ces moments spéciaux qui ne sont pas nécessairement les plus parfaits, mais qui sont inoubliables, parce qu'ils vous montrent un moment où l'aspect humain, spirituel, artistique sont ensemble. Ils font de là quelque chose que chaque fois que vous l'écoutez, vous êtes là, vous sentez toute cette chose. Qui est là, qui soupire dans le silence et dans la nuit? Un homme qui fuit les palais, qui recherche la musique. Je pense que c'est l'absence de silence,
ça tue notre capacité de nous écouter nous-mêmes, de trouver le bon équilibre, de trouver la relaxation qu'on a besoin pour être en santé. Je pense qu'une des choses fondamentales que l'être humain a besoin, c'est d'avoir, en tout cas chaque jour, au moins 1 heure de silence absolu, de ne pas penser, de s'écouter, de sentir comme on respire, de sentir comme on vit, et de vider la tête de 1000 choses qui nous empêchent de comprendre. Et seulement si on est capable de faire ça, on pourra développer une certaine capacité de comprendre les choses. Sans le silence, on ne peut pas faire la musique. Mais sans le silence, on ne peut pas penser. La concertation est née autour d'un projet de Marc-Antoine Champortier que nous avons présenté à la chapelle royale de Versailles en 1989. Et on lui a donné le nom de concertation parce que quand nous étions tous réunis, on était une quinzaine de musiciens et il y avait 10 différentes nationalités. Donc, et j'avais pas longtemps, j'étais toujours fasciné par les nations de Couperin. Alors je me suis dit, voilà, si on peut dire un nom, qu'est-ce qu'on fait? On met en concert les différentes cultures de ces nations. Et c'était une belle façon d'exprimer cette idée musicale d'une Europe qui était déjà, bien avant la création de l'Europe politique que nous avons aujourd'hui, unie. Parce que je viens de faire hier un concert à Essen, où j'ai joué des musiques de Dowland, qui sont reprises par Samuel Schatz quelques années plus tard. J'ai joué des musiques italiennes qui sont reprises par des compositeurs français. On sent dans cette Europe qu'il y a vraiment un échange. Il y a un échange de culture musicale. C'est une Europe dans laquelle vous avez des Anglais qui vont, Dowland qui va à Danemark, des Italiens qui vont en Angleterre, des Italiens qui viennent à France et qui inventent la musique française, Lully, des Espagnols qui vont à Rome. La vie musicale est un échange culturel et il arrive un certain moment qu'il y a une hégémonie, surtout au baroque, dans laquelle le monde culturel européen est partagé par 2 grandes courantes qui sont la conception française et l'italienne. Et ça donne une richesse extraordinaire. Vous avez le plus grand compositeur de musique française, ce n'est pas un compositeur français, c'est Telemann. Telemann a composé, la musique était un grand admirateur de la culture française, il a composé une centaine d'ouvertures suites, une plus belle que les autres. Donc il y avait déjà cette notion européenne qui aujourd'hui on a un peu perdue. Parce que malheureusement, on a l'Europe de la libre circulation, l'Europe économique, les marchés, mais pas l'Europe culturelle. On continue chaque nation à faire sa cuisine culturelle, mais il n'y a pas vraiment une vraie dimension culturelle qui permettrait de créer quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on est un peu trop mesquin. Et avec l'exception culturelle, on a voulu protéger. Et là, je pense qu'il y a encore un chemin à faire très important. J'aime beaucoup ces programmes parce que c'est le programme Hommage à la Terre. C'est un programme dans lequel on présente les premières compositions qui essayent de peindre aussi la force de la nature, les tempêtes, les moments, les chaos, les feux, les éléments, tout ce qui construisent la terre, le vent, le feu, l'air. Et donc c'est extraordinaire de voir de quelle manière ces compositeurs trouvent pour exprimer ces choses qui nous semblent tellement évidentes, mais qui ne sont pas évidentes de le faire avec musique.
Et je pense que c'est formidable de voir comment Matthew Locke, au Vivaldi, au Maramaré, au Rameau, au Telemann expriment avec la musique des sensations qui sont des sensations qui naissent de la force des éléments quand ils sont déchaînés. Et je pense que c'est une très belle expérience de voir comment imagine Maramaré une tempête, Rameau, Vivaldi, et c'est fascinant de voir les ressources qu'on peut utiliser et la richesse de ce langage.